Allora, saluto a tutti, Pepe Ncibia, bonjour à tous, benvenuti in Corsica, bienvenue en Corse. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà notre île et en tout cas les problématiques auxquelles elle est confrontée depuis des décennies. Joyeux anniversaire aussi à RPS, 3 décennies je crois, c'est ça? Voilà, bon, ça ne rajeunit pas, donc nous avons commémoré les événements d'Aléria vendredi dernier, pas très loin d'ici, donc 50 ans, ça non plus, ça ne nous a pas rajeuni. Et aujourd'hui, les 30 ans d'RPS. Et puis cette année aussi, le 300e anniversaire de la naissance de Pasquale Bauli, donc figure illustre de notre histoire. Alors, je ne vais pas être très longue, je vais poser le cadre général et puis, bien évidemment, je passerai la parole à Romain Colonne et à Paul Félix Benedetti. Juste un mot quand même pour situer les choses. L'Assemblée de Corse a été créée en 1982, donc j'en suis aujourd'hui la présidente depuis 2021. C'est une assemblée composée de 63 membres avec moi. Il y a 4 groupes au sein de l'Assemblée. Aujourd'hui, comme vous le savez, Femo Corsica, dont je salue ici le président, secrétaire général. Le groupe Femo Corse a la majorité absolue à l'Assemblée de Corse, mais ce qui est notable surtout, c'est que sur les bancs de cette Assemblée sont présents beaucoup de nationalistes. Donc le président du groupe à l'Assemblée de Corse de Femo, c'est Fapoblu, le groupe c'est Fapoblu, c'est Romain Colonne, qui est à ma droite. Et il y a aussi un autre groupe autonomiste, qui est membre d'ailleurs de l'ALE, donc à Wansemo pour le PNC, présidé par Jean-Christophe Angelini, et un groupe indépendantiste, présidé donc par Paul Félix Benedetti, qui est ici. Il y a aussi une indépendantiste de Nazione, Josefa Giacometti. Donc ça, c'est le cadre, je dirais, dans lequel nous évoluons tous depuis maintenant 4 ans. L'autonomie n'est pas un sujet récent, loin s'en faut. Ça ne date pas de 2015, ça ne date pas non plus même des événements d'Aléria. C'est antérieur, ça date des années 60, avec la publication d'ailleurs d'un ouvrage de référence, Autonomie, sous la direction de Max Simeoni à l'époque. C'est une revendication qui est ancienne, qui est ancrée, ça ne date pas du processus de Beauvau. Pourquoi cette demande d'autonomie ? Parce qu'il y a en Corse un sentiment national fort, comme vous le savez, une singularité à la fois culturelle, linguistique, un attachement à la terre, et une volonté d'émancipation qui était forte, qui est très forte. Elle s'est exprimée de différentes manières au cours de l'histoire, je ne vais pas refaire cette histoire. Un événement important, un révélateur, je dirais, a été la prise de la cave de Peille à Aléria, il y a 50 ans. La réponse à cette autonomie au cours des dernières décennies a été, et surtout demande d'autonomie ou demande d'indépendance d'ailleurs, par certains mouvements, avec un mouvement, plusieurs même mouvements armés, vous le savez, a été l'octroi successif de différents statuts. 1982, un statut particulier qui crée une Assemblée de Corse, qui ne crée pas un conseil régional, qui crée une Assemblée de Corse. C'était déjà un signe fort avec la gauche au pouvoir, qui a tenu parole en l'occurrence. Elle était ingérable parce que c'était une proportionnelle intégrale. Et en 1991, on a le statut Joxe, un nouveau statut, qui, lui, instaure déjà une distinction entre le pouvoir délibérant, l'Assemblée, et un conseil exécutif, le pouvoir exécutif, un conseil exécutif de 9 personnes. Le statut n'a pas été opérant non plus, n'a pas permis à la Corse de sortir de l'ornière. Les autonomistes étaient dans l'opposition. Et puis en 2002, il y a encore une évolution institutionnelle. Je passe sur tous les événements qui ont eu lieu sur le plan historique et en particulier ceux
du mouvement national corse dans toutes ses composantes. En 2002, un nouveau statut, à la suite des accords de Matignon, avec plus de compétences pour la Corse, mais toujours une difficulté, à savoir que le pouvoir qui nous est octroyé, c'est un pouvoir, c'est pas un pouvoir législatif, bien sûr, c'est simplement une capacité d'adaptation, une capacité à demander une adaptation. Ce système-là n'a pas fonctionné. Au jour d'aujourd'hui, il y a un peu plus de 40 demandes d'adaptation des lois ou des règlements nationaux qui ont été effectués. Nous n'avons pratiquement eu aucune réponse. Donc, les différents statuts n'ont pas fonctionné. Concomitamment, en 2015, donc, nous accédons au pouvoir sur la base d'un accord entre les autonomistes, d'une part, dans toutes leurs composantes, et Corsica Libre, à l'époque, hein, c'était Corsica Libre. Nous accédons au pouvoir en 2015, et à 3 reprises, sans compter les élections législatives, où pour la première fois dans notre histoire, nous arrivons à faire élire des députés nationalistes à l'Assemblée nationale française. Nous avons, à 3 reprises, je dirais, des résultats très probants sur le plan électoral et un projet d'autonomie, donc, qui figure dans notre programme électoral et qui est validé par les électeurs. Donc, la première légitimité, elle est d'ordre historique à ce projet d'autonomie, puisqu'il a plus de 60 ans. Il y a une légitimité démocratique, parce qu'à 3 reprises, les électeurs ont plébiscité ce projet. Et ensuite, il y a une légitimité parce que nous participons depuis toujours, depuis l'élection de Max Simeoni au Parlement européen, depuis notre entrée à l'Alliance libre européenne, depuis notre participation active à RPS, vous le savez, au débat européen des peuples et des régions solidaires. Et nous connaissons la situation en Europe. En Europe, il y a des régions autonomes, il y a pratiquement toutes les îles de la Méditerranée qui sont autonomes, sauf la Crète. Et par ailleurs, évidemment, des îles également ou des archipels proches de l'Atlantique, notamment les Canaries ou les Açores. Et donc, pour nous, qui revendiquons l'autonomie depuis 60 ans, nous savons que ça existe, nous savons que ça fonctionne, et nous savons aussi que c'est une voie d'émancipation qui permet non seulement de répondre à des questionnements singulier à une échelle spécifique à l'échelle locale, mais qui permet aussi une grande maturité, une responsabilité dans la prise de décision. Donc, lorsque intervient en 2022, malheureusement, nous fêtions les 40 ans de notre Assemblée, donc le 2 mars 1982, l'Assemblée de Corse avait été créée de par la loi. Le 2 mars 2022, Yvan Colonne est agressé, vous le savez, dans la salle de sport de la prison d'Arles, et vous en connaissez toutes les conséquences. Des événements se sont déclenchés, des contestations populaires très fortes, la jeunesse s'est remobilisée avec une violence qu'on n'avait pas connue depuis longtemps. Et à la suite de cet élément, encore une fois, déclencheur, la question de l'autonomie sur laquelle les gouvernements du président Macron détournaient le regard, eh bien, est revenu sur le devant de la scène. Le ministre Darmanin a été en charge de ce dossier-là, et en juillet suivant, le processus de Beauvau a débuté, c'est-à-dire une négociation visant à modifier la Constitution pour permettre à la Corse d'avoir un statut d'autonomie. Ce processus du Beauvau comporte, à mon sens, c'est l'histoire. Ensuite, il y a un historien du monde nationaliste, du milieu nationaliste, qui est Pierre Dontelonde, qui est ici, qui est un fin spécialiste. Et il vous dira qu'il faut du recul pour savoir si c'est historique, pas historique, quelles ont été les étapes, etc. À mon niveau et en toute modestie, avec un peu de recul aujourd'hui, parce que cela a pris du temps et ce n'est pas encore fini,
il y a eu déjà 2 grandes phases. Un premier cycle qui va de juillet 2022 jusqu'à la venue du président de la République en septembre 2023 à l'Assemblée de Corse, lors de laquelle nous faisons partie d'un comité stratégique où l'Assemblée est représentée, mais aussi d'autres élus du territoire, évidemment les parlementaires, les maires des grandes villes, les présidents des 2 associations de maires. Paul Félix faisait partie de cette délégation-là. Nous allons à Beauvau régulièrement, nous faisons un état des lieux de la situation et nous exprimons à nouveau notre volonté de voir inscrite non seulement la Corse dans la Constitution, sa singularité, mais également la nécessité de la doter d'un statut d'autonomie, de plein droit et de plein exercice. On reviendra tout à l'heure avec les autres intervenants sur la notion d'autonomie qui est toute relative et qui va poser problème dans les mois à venir. Donc, première phase du processus, on se jauge, on fait des états des lieux sur le foncier, sur le social, sur l'économie, etc., etc. Le président de la République vient en septembre 2023 au sein de notre Assemblée et il réaffirme sa volonté, effectivement, de voir la Corse inscrite dans la Constitution et qu'elle puisse, de par sa singularité, je paraphrase bien sûr, mais j'ai le texte intégral de son discours, qu'elle puisse s'inscrire dans son destin méditerranéen, donc, et qu'elle puisse avoir des dispositifs correspondant à sa situation particulière, non seulement en Méditerranée, on parlera de Méditerranée demain, mais aussi au regard de sa singularité, de sa culture, etc. Bien, et il nous demande, chose particulière, un peu spécifique, eh bien de converger tous au sein de l'Assemblée pour que nous ayons le maximum, le consensus le plus fort possible. Bon, ce qui est assez singulier quand même, parce que dans l'intervalle, nous les nationalistes, nous avons voté, je dis nous les nationalistes, parce que la droite ne l'a pas voté, nous avons pris une délibération qui pour moi est la délibération la plus importante. Une délibération qui demandait en juillet 2023, avant la venue du président de la République, une autonomie de plein droit et de plein exercice avec un transfert du pouvoir législatif. En gros, et là je paraphraserai Paul Félix Benedetti, nous récupérons toutes les compétences sauf le régalien, c'est-à-dire l'armée, la police, la monnaie, elle est européenne aujourd'hui, voilà. Bien. Donc, et pour nous, cette délibération, c'est véritablement nos points cardinaux. Voilà. Ou c'est notre nord. Donc, on est là-dessus. Les nationalistes sont là-dessus. Le président de la République donc, nous demande de converger. Donc, quand il nous dit ça, c'est évidemment avec la droite. Et nous travaillons en conférence des présidents, après qu'un gros travail ait été réalisé en commission des compétences législatives, réglementaires et de l'évolution statutaire, notamment sous la présidence de Romain Colonne, parce que Romain Colonne est président de la commission au sein de l'Assemblée de Corse, il en parlera lui-même. Nous arrivons, après moult réunions, nous arrivons en mars 2024, à un texte d'écriture constitutionnelle, une proposition que nous avons validée aussi avec le ministre de l'Intérieur en charge du dossier, donc Gérald Darmanin. Nous arrivons à un texte qui recueille pour son premier alinéa la quasi-unanimité. Seule une élue indépendantiste non inscrite, membre de Nazione, Josefa Giacometti, vote contre. Pour le reste, tout le monde vote ce premier paragraphe qui est un paragraphe reconnaissant la singularité de la Corse, son insularité méditerranéenne, le lien spécifique à la terre, une communauté linguistique, culturelle, etc. Tout le monde vote cela. Ensuite, sur les paragraphes qui concernent la dévolution de compétences, que ce soit le réglementaire, mais surtout le législatif, là, il y a une divergence de vue. La droite ne vote pas ce bloc-là. Et enfin, unanimité aussi sur le dernier paragraphe qui concerne la question du référendum.
un mot pour que tout le monde comprenne bien. Les écritures constitutionnelles, donc ce document-là est voté à une très large majorité. Dans sa globalité, il est même voté à une quasi-unanimité. Il y a des votes par section qui sont divergents pour ce qui concerne le pouvoir législatif, mais la Corse s'est véritablement exprimée à travers ce vote-là. Et nous partons là-dessus. Ce document-là, cette délibération est transmise au président de la République et au Premier ministre. Ce document-là est celui qui part ensuite au Conseil d'État. Et malheureusement, en juin qui suit, vous le savez, il y a une dissolution, il y a les élections européennes, il y a une dissolution, il y a de nouvelles élections. Et ensuite, les vicissitudes de la vie politique française ralentissent notre processus. Et encore, il y a un proverbe qui dit « l'affari longhi diventano zarpe » ouais, « vune longhe diventano zarpe » c'est que les cordes qui sont trop longues deviennent des serpents. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc nous sommes sortis d'une délibération de l'Assemblée de Corse avec une quasi-unanimité, et ensuite les vicissitudes et les difficultés de la vie politique française, changement de gouvernement 2 fois, ralentissent le processus. Nous avons eu au total 3 responsables au gouvernement, 3 ministres successifs responsables du dossier Corse. Donc à chaque fois, nous remettons l'ouvrage sur la table, nous recommençons les explications, etc., etc. Entre-temps, nous avons eu une visite de la Commission des lois du Sénat, une visite de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, une visite de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bref, énormément de travail depuis maintenant presque 3 ans, 2 ans et demi, énormément de travail. Et finalement, c'est le ministre Rebsamen qui hérite du dossier. Le Conseil d'État, le 21 juillet, émet un avis, alors qui n'est pas un avis défavorable en soi, mais qui reprend les écritures, qui ne donne pas un statut d'autonomie, mais un régime d'autonomie. Ce n'est pas la même chose en droit. Qui ne reconnaît pas une communauté, qui dit que communauté, ça va poser problème, communauté culturelle, linguistique, etc. Qui a un problème avec la question... on aura toujours un problème avec la question de la langue corse. Paul Molac le sait plus que quiconque. Donc, etc., etc. Donc, nous restons droits, si j'ose dire, dans nos bottes. Et le 22, nous avons une réunion à l'hôtel de Roquelaure, chez le ministre Rebsamen, et nous ne souhaitons pas modifier les écritures constitutionnelles telles qu'elles ont été votées par l'Assemblée de Corse. Parce que pour nous, cet accord-là, à la quasi-unanimité, y compris s'il y a une divergence de vue sur la question du législatif, cet accord-là, c'est un accord politique. Les discussions ont eu lieu avant sur le plan politique. Et donc nous souhaitons que le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, soit saisi sur la base de ces écritures-là. Et l'État a tenu parole en cela parce que le ministre Rebsamen a transmis notre projet sans l'avis du Conseil d'État au gouvernement, et le gouvernement a acté effectivement de ces écritures-là qui seront transmises donc à la rentrée au Sénat, projet de loi constitutionnelle concernant la Corse, au Sénat et à l'Assemblée nationale, dans l'attente maintenant effectivement d'un vote favorable pour nous, sachant qu'il faut une majorité des 3/5. Alors je vais m'arrêter là. Je pense que c'était important que vous ayez l'ensemble du contexte et de la façon dont les choses ont été posées. Je précise juste une chose, et les autres pourront développer, c'est que l'écriture constitutionnelle, c'est une chose. Et ce texte, évidemment, maintenant, nous, on n'est plus dans la partie, si j'ose dire. Maintenant, c'est aux parlementaires de travailler. Et aux équilibres, et nous, à travailler en pédagogie et en lobbying, bien évidemment, parce que le texte peut être complètement détricoté. Mais quand bien même le texte passe, ce qui serait déjà une victoire, évidemment, nous en serions très heureux, à la suite, il va y avoir une loi organique qui organise le transfert des compétences, c'est la loi organique. Voilà, mais ça, c'est un prochain épisode. Juste une chose, et j'en termine. L'autonomie, ce n'est pas un fétiche, pas uniquement parce qu'elle a une légitimité pour nous historique, démocratique et européenne.
L'autonomie, pour nous, c'est, je parle auprès ici de militants, y compris de militants indépendantistes, c'est la nécessité de solder un conflit de plus de 50 ans. C'est la nécessité de nous inscrire aussi dans la modernité, d'un rapport apaisé au sein de la République française, mais d'un rapport apaisé qui permette l'émancipation, qui permette aussi de prendre des décisions adaptées à une réalité et qui n'est pas celle des autres régions métropolitaines et qui n'est pas non plus celle de l'outre-mer. Et donc, c'est véritablement une nécessité. On ne sait pas ce qui se passera si le projet échoue. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Voilà. Mais par contre, nous avons le devoir, nous, d'aller jusqu'au bout en travaillant, bien évidemment, le plus possible à la diffusion de ce discours et au-delà de ce discours, de cette conviction que nous avons qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de vous. Voilà, je m'arrêterai là. J'ai été un peu longue, mais j'ai essayé de poser véritablement l'historique rapide de ce processus actuel qui ne sort pas de nulle part, voilà, et qui a une antériorité de plusieurs, près d'un demi-siècle, on va dire. Voilà, merci.